Salut à tous, comme d'hab, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 6e CQFR de la semaine, ce à quoi il fallait répondre avec toutes les questions des auditeurs. Et je passe tout de suite la parole à Shai qui nous a euh, trié les questions. Et j'ai vu hier, pour le coup, qu'il y en avait un paquet. J'ai pu T'as vu que jeter un petit coup d'œil à la boîte mail. Il y en a un paquet. Je mens pas, tu vois, parce que les gens pourraient se dire, ouais, ils font genre, ils ont des gens qui leur envoient des messages et tout, mais en fait, ils écrivent eux-mêmes les questions. Ils n'ont pas d'amis. Si, ouais. Antoine a pu constater de près ce que c'était. Donc, effectivement, passons aux questions. Et d'ailleurs, c'est assez drôle. La première question que j'ai sélectionnée nous vient d'un Antoine et même d'un Antoine P, mais qui n'est pas Antoine Pimel, dont je ne dévoilerai pas le nom de famille par souci de sécurité. Antoine P qui nous dit suiveur NBA depuis 1989 et le dernier titre de Karim. Je ne rate quasiment aucune de vos analyses depuis que j'ai découvert vos podcasts. Merci. Je vous propose un petit échange qui pourrait aussi avoir sa place dans un Hoop Culture. Votre 5 des joueurs qui ont changé le jeu ou le visage de la ligue depuis que vous la suivez, ou plutôt même si vous le souhaitez. Oui, pas mal ça. Proposer 5 joueurs. Un 5, c'est mieux si vous respectez les postes, mais peut-être les 5 joueurs qui, selon vous, ont vraiment changé la ligue, ses règles, la façon dont on joue au basket. Moi j'en ai 3 qui me viennent en tête tout de suite. Je serais tenté de dire Shaq, Stephen Curry et Allen Iverson, qu'on contribue à changer soit la culture, soit le jeu. Shaq, parce que les règles ont bougé quand même à cause de lui pour essayer de freiner un peu sa domination sans partage. Stephen Curry, on connaît la révolution du jeu à l'instigation de laquelle il est par le tir à 3 points. Et Allen Iverson, il a vraiment révolutionné, je pense, quand même la culture basket en la faisant basculer du côté... c'était un passage de génération, en fait, la génération hip-hop, pour faire un raccourci peut-être un peu rapide, mais lui aussi a fait bouger les règles, puisqu'il y a eu l'instauration du dress code à cause de lui, et quelque part, on pourrait dire que maintenant que les arrivées au match en NBA comme en WNBA sont devenues quasiment des défilés de mode, c'est aussi une résultante de ce qu'a apporté Iverson, parce qu'Iverson n'avait pas imaginé ça, mais le fait d'instaurer un dress code a poussé les joueurs à changer leur manière de s'habiller. Certains ont pu montrer leur personnalité en allant un peu plus loin et en jouant le jeu à fond. Et maintenant, je sais même pas s'il y a encore un dress code qui est en vigueur, je crois pas. Mais par contre, voilà, quelque part, c'est parce que Iverson avait ce côté qui semblait trop bad boy aux yeux de la ligue que ça a bougé à ce point-là. Voilà, ça en fait 3. Je sais pas si j'en ai 5, moi. J'en ai 5. Je pense que s'il y avait un dress code, Kuzma, il serait à Guantanamo. Je vais dire Shaq, évidemment. Shaq, c'est le premier nom qui m'est venu en tête avec Curry. Shaq, la domination physique est telle. Bref, Curry pour le 3 points, c'est évident. Moi, en arrière, j'ai pas Iverson. Moi, je mets James Harden. Qui a été choisi numéro 1 par Evan Fournier au passage sur la même question. Parce que je pense qu'il a beaucoup inspiré les joueurs. Luka Doncic aussi a souvent dit. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui sont inspirés de la manière d'attaquer de James Harden. C'est pas lui qui a inventé le step back, mais il a remis à la mode la manière de provoquer des fautes, DeRozan aussi. Enfin bref, toute la ligue, je pense, en tant que scoreur. Je pense que les joueurs, si tu leur poses la question, les joueurs vont pas forcément prendre la dimension Curry et répondre souvent James Harden sur le mec qui a le plus changé le jeu sur les dernières années. Ce que je trouve faux, je pense que c'est Stephen Curry. Mais James Harden, je le mets quand même dans cette équipe type. Parce que d'un point de vue vraiment individuel et de scoring, je pense que c'est lui qui a le plus marqué. En poste 4, je vais mettre Nowitzki, qui a révolutionné la manière dont on voit les grands. Et en 3, je vais mettre LeBron. Je vais mettre LeBron, et notamment, en fait, LeBron, je pense qu'il est quelque part à la base du... Si tu es le meilleur joueur, c'est toi qui as la balle. C'est le meneur, c'est le meilleur joueur, en fait. C'est pas le meneur, c'est le meilleur joueur. Et donc, peu importe si tu es un 3, un 2, un 4... un 5 comme Jokic, j'aurais pu citer Jokic aussi, mais je vais mettre LeBron. Donc voilà mon 5. Curry, Harden, LeBron, Nowitzki, Shaq. C'est beau. Et je peux vous lire la proposition d'Antoine, Antoine l'auditeur, qui nous dit Bill Russell pour la défense, le coaching et droits civiques, le combat et la gagne absolue. Excuse-moi, parce qu'il avait dit qu'on a vu de nos yeux, alors c'est pour ça, moi je suis parti vraiment à la fin, il a dit depuis que vous la suivez, ou plutôt même si vous le souhaitez. Ok, alors autant pour moi. Ok, pardon, vas-y, je te laisse enchaîner. Il a mis Bill Russell, Michael Jordan, parce qu'il a mondialisé la ligue sur le plan du jeu et du marketing, dans le sillage de l'épopée Team USA, avec une domination sans partage, avec son jeu mid-range et aérien. Il a cité comme vous Iverson, l'incarnation de la hip-hoop culture, jeu de mots de quadra, j'assume. Steph Curry, le sniper qui a rapproché le basket du ball trap avec la bienveillance des spécialistes des stats avancées, mais il n'est pas que ça. Ball handle, leadership par exemple avec classe. Et il a ajouté Jokic,
Un mutant intérieur capable de shooter à 3 points tout en servant de plaque tournante en gardant la capacité de jouer près du cercle à l'ancienne. Et il nous dit en conclusion, curieux de voir ce que Wembanyama incarnera à la fin de sa carrière, car il semble être la version 3.0 des Unicorns à la Ralph Sampson et Kevin Durant. Voilà. Nickel. Moi, j'aurais rajouté, du coup, j'aurais pas pris forcément LeBron, mais j'aurais pris Jordan, effectivement, dans le 5, même s'il aurait été un peu déséquilibré. Au-delà des arguments qui étaient avancés, là, sur aussi le côté, jusqu'à Jordan, on l'a oublié, mais on pensait pas qu'un qu'un scoreur aussi prolifique pourrait être un leader et mener à ce que son équipe gagne des matchs. Donc là-dessus aussi, il a contribué à changer un petit peu la perception qu'on avait des scoreurs et des meilleurs joueurs, et du moins, et quelque part, à quoi doit ressembler un MVP potentiel, ou du moins un leader d'équipe. Ouais. Moi, j'aurais peut-être bien mis aussi Jabbar pour la longévité, le côté, pour les mêmes raisons que Russell aussi, pour le côté engagé et tout ça. Le signature move, j'ai l'impression que c'est un des premiers vraiment qui a eu un signature move identifié comme son skyhook. Donc j'aurais peut-être mis Jabbar, sinon pour le reste, je suis d'accord avec vous. Voilà. Question de Phil. Entre deux tentatives de mettre la main sur des reventes de billets pour un Spurs Pacers pour un prix qui ne m'obligerait pas à céder un organe à un gang aux pratiques peu recommandables ou à hypothéquer ma bicyclette, je vous propose un petit jeu. J'ai bien aimé l'exercice de la semaine passée, consistant à choisir les caractéristiques de joueurs passés ou présents pour en faire le joueur ultime. Je vous propose de prendre le contre-pied de ce concept en choisissant des joueurs sur la base de certaines caractéristiques pour en faire le WOT, le Worst Player of All Time. Comme la semaine passée, Antoine peut piocher dans les joueurs actuels et Théo, du fait de son grand âge, il l'a rayé pour remplacer par sa connaissance encyclopédique de l'histoire du basket, piochera dans les gloires passées. Petite contrainte supplémentaire, ne pas choisir un obscur joueur du bout du banc, mais essayer de prendre un joueur à la renommée suffisante. Donc, il dit d'abord le physique. La brindille, même pas besoin de le poster, tu souffles, il se casse en deux. Vince Crater, il saute tellement pas haut que tu as l'impression qu'il creuse. Le coup de fourchette, son préparateur physique, c'est Philippe Etchebest. Alors, il faut commencer par le physique. Ouais. On a dit pas le physique, pas les habits et pas les mamans, normalement. Mais bon, je vois que dans le CQFR, ça ne s'applique pas. La brindille pour commencer, du coup. Il en faut une pour chacun. Ok. La brindille... vous pensez à un joueur en particulier? En fait, c'est tout réuni là. C'est soit la taille, enfin tu mises sur ce que tu veux, quoi, mais c'est l'aspect physique. Ouais, voilà. Comment il s'appelle Non, mais le japonais qui est au Grizzlies, il n'a pas assez de renommée. Il est tout petit, tu vois. C'est un joueur du bout du bon un peu. Ça peut être pour le côté physique, c'est pour le côté la taille d'Isaiah Thomas. Ouais. Ok. Parce que ça peut être aussi bien vu. Le manque d'explosivité, il saute tellement pas haut, il dit que tu as l'impression qu'il creuse. Ou le préparateur physique, c'est Etchebest, le mec a un bon fourchette, quoi. La taille d'Isaiah Thomas, c'est bien. Allez, je vais en chercher un autre quand même pour faire plus à l'ancienne. Allez, je vais prendre. J'hésite entre. Je me rappelle plus de tout. À un moment, les Knicks ont eu une brochette d'intérieur en hors de forme là. Allez, je vais prendre Oliver Miller. Mais s'il était agile, je vais prendre Oliver Miller. Ok. Ensuite, le caractère. Les fils qui se touchent, le joueur au sang chaud qui peut exploser à tout moment et collectionne les techniques. Le Dirty One, pour lui, l'intégrité physique n'est qu'un concept flou. Money Time, Cold Hand, il a piscine dans les moments chauds. Le roller coaster, un jour, il te plante 45 points contre les Wizards. Le lendemain, il a du mal à mettre son short à l'endroit contre les premiers de la conf. La mentalité d'Hassan Whiteside. Ou Andrew Bynum, mais je vais rester sur Whiteside. Je pense qu'on peut difficilement faire pire. Moi, je vais prendre Nick Young parce qu'en plus, il touche la balle, donc il peut vraiment faire n'importe quoi avec ta possession. Donc, Alors, normalement, à la base, Antoine devait s'astreindre aux joueurs actuels. Mais bon, c'est peut-être pas si simple. Si vous voulez, je pense que vous pouvez drafter. Whiteside et Thomas, c'est quasi actuel. J'ai triché un peu. Mais Attends. Thomas et Whiteside, ils n'ont pas annoncé officiellement leur retraite. Ça marche. C'est possible. Thomas, tous les ans, il essaye de gratter une place en NBA. Et Whiteside, je ne suis pas sûr qu'il ait annoncé officiellement sa retraite. C'est vrai. Et donc, Whiteside et Théo, t'avais dit qui, toi? Moi, j'avais dit Nick Young, mais est-ce que ça compte comme à l'ancienne? C'est un ancien joueur, il est retraité. Vas-y. Il est totalement retraité. Alors, je garde Nick Young, alors. Il est retraité depuis le début de sa carrière. Il y a encore eu des trucs avec Arenas dans le dernier podcast. Bref, où le mec, il dit tu signes des autographes que parce que t'es sorti avec Iggy Azalea. Bref, c'est du grand journalisme, du grand divertissement. Et enfin, pour finir sur le jeu, Tragic Bronson, tu sens qu'il aime bien faire des passes, mais d'évidence, ses mains ne sont pas d'accord avec ses yeux.
Brick non-excel, le king du mauvais choix et du shoot casse-croûte. J'aime beaucoup le surnom. Ou Triple Trouble, le joueur unidimensionnel par excellence. Le tir de Ben Simmons. En ce moment, je sais pas si c'est l'algorithme qui a repéré ça ou quoi, mais j'arrête pas de voir des vidéos, juste des vidéos de Ben Simmons à l'échauffement avant les matchs où il met pas un tir, là, c'est dramatique. Je continue à avoir de l'affection pour ce joueur, mais c'est dur. Alors, un mec à l'ancienne avec les mains carrées, putain, je serais... Ah là, ma mémoire me fait défaut, là. Premier qui me vient en tête, c'est Stacey King, parce que je me rappelle de Jordan le fusiller du regard après une remise en jeu éclatée en finale 93 face aux Suns, là où il se fait intercepter. Ouais. Mais c'est certainement pas le pire de ceux que j'ai vus. Hein. Il y avait forcément pire là, dans ces espèces de grands corps qui servaient juste à prendre de la place et aller au rebond. Hein. Eric Dempire, genre. T'allais dire quoi? J'allais dire Eric Dempire, je pensais à lui. Je crois qu'il y en avait avec des mains encore plus carrées. Il y avait Eric Snow qui était assez catastrophique en termes d'adresse quand même aussi. Ah, en plus, c'était un meneur, c'est problématique. Ouais, c'était le type de joueur qui pourrait plus du tout jouer aujourd'hui. Bon, allez, je vais rester avec... C'est abusé, mais je vais rester avec Stacey King parce que c'est le premier qui m'est venu en tête. D'accord. Donc, si on fait un petit récapitulatif pour voir quel est le pire de vos joueurs... Franchement, le joueur d'Antoine, il y a quand même des cassos dedans, donc je pense que je vais opter pour celui d'Antoine, pour le Watt. Entre les mecs qui ont un peu le cerveau et les fils qui se touchent, il y a Nick Young dedans, Hassan Whiteside. Non, Nick Young, c'est chez Théo. Ah, c'est chez Théo, Nick Young, c'est vrai. Moi, c'est Whiteside, Thomas et Ben Simmons. Le tir de Ben Simmons avec la taille d'Isaiah Thomas et la mentalité d'Hassan Whiteside. Okay. Très, très beau. Et Théo, tu avais donc... Moi, j'avais Oliver Miller, Nick Young et donc Stacey King. Donc j'ai un intérieur qui sert à rien, quoi. Littéralement. Ok, dans ce cas, je prends Théo alors. Je prends le joueur de Théo. Le joueur de Théo, il est videur. C'est ça. Allez, question de Mehdi. Je vous propose de citer de mémoire le plus grand choke d'un joueur dans une série complète de playoffs qui vous a été donné de voir. Personnellement, j'avais le souvenir d'un Embiid bullied en défense par Marc Gasol et Pascal Siakam lors de la fameuse série de 2019. Et j'ai jeté un coup d'œil sur Basket Référence. Les stats ont confirmé mon impression de l'époque. La parole est à vous. Quel est dans vos souvenirs le plus gros choke d'un joueur dans une série de playoffs? LeBron James finale 2011. Ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit. 3 points de moyenne, je crois, dans les quatrièmes cartons. Je suis même pas sûr que ça soit 3. Peut-être moins que ça. Terrible. Performance magnifique, c'est que si je me trompe pas, le dernier match de la série, il arrive à faire un triple-double tout en se cachant, ce qui en dit énormément du talent du gars, quoi. Parce que arriver à faire un triple-double sans peser sur un match, c'est quand même très fort. Et c'était vraiment le cas. Ouais, je pense que c'est le meilleur exemple. Après, bon, il y a eu du James Harden sur des chokes quand même. Tu prends saison après saison en playoff. C'est quand même été très très compliqué. Dernier qui me vient en tête comme ça quand même, est le duo Chris Webber, Peja Stojakovic. C'était quand même sacrément foiré. C'était la fameuse finale de conf face aux Kings. Là, alors, ils n'ont pas été mauvais sur toute la série, mais dans les moments chauds, c'était quand même, dans mon souvenir, enfin que je revois ces séries-là, mais Mike Bibby et Bobby Jackson qui avaient pris les plus gros tirs de cette série-là. Les fans des Kings vont partager à 100%. J'étais tombé il n'y a pas longtemps, c'est une longue histoire, mais j'étais tombé sur un trade Reddit sur Chris Webber et sur cette équipe des Kings où il y avait plein de mecs des Kings et des Lakers qui commentaient, avec des fans des Lakers qui disent mais quand Bibi il avait le ballon, je tremblais comme une feuille morte et dès qu'il l'a passé à Weber ou Stojakovic, on savait que c'était plié en fait. Les mecs et Kata et il y a des mecs des Kings qui ont dit j'ai adoré Chris Webber, mais si il sortait des stats même sur les matchs qui sont gagnés par Sacramento en mode mais regardez, en fait il était jamais là quand ça pèse quoi. Ouais. Je pense qu'on peut décerner un prix collectif aux Golden State Warriors de 2016 quand même pour le choke en playoff. Alors sur une série, la finale, bon, c'est mené 3-1, c'est quand même pas mal en termes de choke. C'est pas individuel du coup comme souhaitait Mehdi, mais moi je vais quand même leur donner ce prix d'honneur. Voilà. Question suivante. Allez tiens, petit quiz marrant, petit quiz de Flying Flow spécial Irlande. Ça va vous surprendre, mais vous avez quand même les réponses normalement. Qui nous dit suite à la victoire du Français Baptiste Chazla en finale de Coupe d'Irlande le week-end dernier avec son équipe de Kilster, Nord Dublin, face aux UCC Demons de Cork. Je vous ai préparé un petit quiz sur le basket irlandais. On parle de quel sport? Pardon, c'est du foot? Je sais même pas Tu vas voir. Ah d'accord, ok.
Et les joueurs Ok, très célèbres bien. qui ont marqué l'île Émeraude. Il y a 4 questions, vous allez voir. C'est trouvable dans l'ensemble. Et moi, j'ajouterais presque une proposition personnelle. Le perdant d'entre vous deux devrait chanter les lacs du Connemara avec entrain pour nos fans. Voilà, je pense que ça pourrait être une bonne carotte. Question numéro 1. Quel joueur américain triple champion NBA a démarré sa carrière professionnelle dans le championnat irlandais? Je pense que ça vous vient pas comme ça, mais du coup, il y a les indices. Il s'agit d'un arrière-shooter d'1m96, MVP du championnat irlandais en 87 et vainqueur de la Coupe d'Irlande cette même année avec Kilster. Drafté en 85 par les Milwaukee Bucks, il intègre la NBA en 1990 sous le maillot des Sixers. Il joue ensuite aux Warriors, puis aux Blazers. C'est dans le Texas, toutefois, qu'il connaît le succès en remportant 2 titres NBA avec les Houston Rockets, puis un 3e avec les Spurs en 1999. Mario Elie. Mario Ah oui, Elie. Mario Elie, bien joué. Il y avait encore d'autres. J'aurais pas deviné. Enfin, je savais pas du tout quoi. Mario Elie qui a Je sais commencé pas dans qu'il le a joué aux championnat irlandais. Blazers. Il a joué aux Suns. Il peut jouer aux Blazers, Mario Elie. Puis, après les Warriors, visiblement une pige aux Blazers, d'après Flying Flow, il faudra qu'on vérifie sur son CV. Antoine va s'en charger, je n'en doute pas. T'avais pas la réponse, Antoine. Essaye pas de chercher des trucs là. Tu t'es fait doubler, c'est Spurs tout. 99, j'allais y arriver, mais j'étais d'abord sur Blazers. Il a joué une saison à Portland. Donc, Voilà. Allez, question numéro 2. Quel est le seul joueur né en Irlande à avoir évolué en NBA? Moins simple, mais bon. Né en 1973 à Tullamore. Le joueur en question est un intérieur de 2m11, bon shooter à 3 points. Ryan Mullen. Non. Il a joué au Magic d'Orlando et au Phoenix Suns dans les années 2000. Il a également connu une brillante carrière en Europe en remportant l'Euroleague 2000 avec le Panathinaikos et 3 championnats. Non. Puis l'ACB avec le Real Madrid en 2005. Il a évidemment été capitaine de l'équipe nationale d'Irlande. Il a joué. Attends, là j'arrive pas à voir. Tu peux me redire les équipes NBA là Donc intérieur 2m11, bon shooter à 3 points. Il a joué au Magic. Pat Burke. Pat Burke. Ah, bien vu. Antoine Pimel. Pat Burke. Très bien vu. J'avais oublié l'existence de ce joueur. J'aurais jamais trouvé. La suivante, je pronostique une victoire de Théo. Attention. Ce joueur américano-irlandais d'1m96 a été le chouchou des fans de Lasvel lors de la saison 90. Laranaga. Je t'ai eu quand même. Je t'ai eu. Pas Antoine, mais effectivement. Dès que tu as parlé d'Irlande, j'étais sur la brèche. Tu m'as dit que tu as eu Lasvel. Il est également passé par le Paris Racing, capitaine puis sélectionneur de l'équipe nationale irlandaise avant d'obliquer vers la NBA, assistant chez les Celtics pendant près de 10 ans. Il est désormais assistant aux Clippers depuis 2021. Son père Jim a été le coach de l'université de Miami en NCAA. Jay Laranaga. Et t'avais une autre question, tu disais, Shai, en tête? Tu disais pas que t'avais une question. C'est-à-dire... J'ai cru que tu disais au début que t'avais, si on devait, que t'avais une 4e idée de question en rapport avec l'Irlande, mais je me trompe peut-être. Ah non, il y en a une 4e, il y en a une dernière proposée par Flying Flow. La dernière, Aidan Egion, intérieur de 2m8 et natif de Dublin, a été considéré comme un prospect NBA lors de son arrivée à l'université de Louisville. Aujourd'hui âgé de 24 ans, il évolue dans son club formateur des Dublin Lions ainsi qu'en sélection nationale irlandaise. À l'époque, ses incroyables qualités athlétiques en NCAA lui ont valu un surnom bien particulier, lequel? Le Shamrock Rimrocker, l'Irish Hulk, le Green Mamba ou le Celtic Tornado. Effectivement, je me souviens de ce joueur à Louisville. J'aurais dit le Green Mamba peut-être? Non, c'était pas le Green Mamba. Aidan Egion était surnommé l'Irish Hulk lorsqu'il était à Louisville à l'époque. Et je me suis trompé, il y avait une 5e et dernière question. Là aussi, beaucoup plus trouvable. Quel champion NBA s'est récemment déclaré fortement intéressé par la possibilité de jouer pour l'équipe nationale irlandaise? 4 propositions. Luke Cornett, Pat Connaughton, Dante DiVincenzo ou Sam Hauser. Connaughton. Pat Connaughton, effectivement, avec un bon nom, un nom qui respire la verdure d'Irlande, c'est clair. Exactement. Voilà pour ce petit quiz irlandais assez original. On ne s'y attendait pas. Question de Sébastien. J'ai 2 petites questions sur le Coach of the Year de cette saison. J'ai l'impression que la lutte pour le titre de coach de l'année est plus serrée que les saisons précédentes. Et personnellement, je vois 5 prétendants pour ce prestigieux titre avec Kenny Atkinson, Jamal Mosley, Ime Udoka, Taylor Jenkins et bien évidemment Mark Daigneault. Si le Thunder finit avec le meilleur bilan de la ligue, est-ce que Daigneault peut faire un back-to-back historique? Et vu que Daigneault est sélectionné comme coach du All-Star Game à l'Ouest, est-ce qu'il peut tout de même être sacré Coach of the Year? Merci pour votre réponse.
Moi, j'en vois qu'un, hein. Moi, je pense qu'il y a pas. Moi, elle n'est pas serrée pour moi, la course, hein. Il y a un seul mec et il a déjà le trophée quasiment, c'est Kenny Atkinson. Jamal Mosley, le Magic, s'est un peu écroulé. Puis il n'y avait pas de raison vraiment de lui donner, je pense. Taylor Jenkins, on a déjà parlé plusieurs fois du fait qu'il y a quand même l'impact de son staff. Je ne l'aurais pas donné à Jenkins non plus. Marc Daigneault, il l'a déjà eu. C'est jamais les coachs l'ont 2 fois d'affilée. Par contre, il peut effectivement être coach du All-Star Game et coach de l'année. Ça n'a pas de rapport entre les deux. C'est juste que si tu coaches le All-Star Game, tu ne peux pas coacher l'année d'après. Il nous a donné qui d'autre? Ime Udoka. Et Ime Udoka serait éventuellement pu, mais non, je pense que ce sera Kenny Atkinson. Je pense qu'il n'y a même pas de suspense. On va voir juste si par malheur les Cavs venaient à chuter fortement pour X raisons, ça relancerait la course, mais pour l'instant, ouais, je pense. Je pense que c'est Atkinson, sûr, comme toi, Antoine. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu Atkinson ou si les Cavs avaient été bons, mais pas aussi, de manière aussi comment dire, éclatante, Jenkins aurait fait un bon candidat, je pense, malgré tout. Parce que staff ou pas, c'est quand même les head coachs qui sont récompensés. Très bien. Question de Sylvain. On entend très souvent en ce moment, et à raison, commentateurs, insiders et passionnés louer la qualité de la formation française et même plus généralement la formation hors États-Unis, et notamment européenne. Si je résume bien, mais beaucoup trop vite la problématique, il s'agirait de la formation de skills individuels purs des jeunes Américains contre celle plus collective et tournée vers le jeu hors US, qui en fait des joueurs plus adaptés et paradoxalement de meilleures individualités. Mais à chaque fois, ça m'interpelle. Avez-vous une idée si les États-Unis ont mis en place des choses pour contrer ce phénomène à l'échelle nationale? J'ai du mal à croire que ce constat partagé par plein de monde échappe aux formateurs US et plus généralement à l'énorme appareil basket américain et qu'avec l'argent à disposition des franchises, clubs NCAA et autres lycées, il y a de quoi améliorer les choses. Et si oui, qui gère cela? Parce qu'on entend peu parler de la Fédé US d'ailleurs. Est-ce qu'elle a seulement le pouvoir d'imposer des choses là-bas? En fait, il n'y a quasiment pas de Fédé US, en fait. C'est ça la grosse différence entre les États-Unis et la plupart des autres pays, c'est qu'il n'y a pas un organe qui à l'échelle du pays, détermine comment la formation doit être organisée, qui est apte ou non à coacher. C'est l'énorme différence, en fait, qu'il y a. Et moi, je pense qu'il y a du bon et du moins bon, en fait. Le problème de la formation américaine à l'heure actuelle, je pense, c'est qu'effectivement, les gamins s'enferment dans du, comment dire, de l'entraînement individuel, on va travailler les skills, mais de manière déconnectée un petit peu de ce qui peut se passer sur un terrain. Et le problème, c'est que l'application après, en match, elle se fait beaucoup, donc soit au lycée, soit en AAU, dans des contextes qui sont pas forcément, dont finalement la victoire collective n'est pas le plus important. C'est aussi, les lycées vont recruter des joueurs en disant, mais tu vas voir, tu vas être starter, tu vas être Mister, je sais pas, tu seras Mister Illinois ou Mister machin à la fin de ton lycée, on va te mettre bien. L'été, ils continuent en jouant dans des équipes EU parfois où ils se retrouvent entre gros potentiels pour dominer un championnat. Mais là aussi, en fait, le championnat, c'est hyper hétérogène en fait d'une équipe à l'autre, tu sais pas qui tu joues, les niveaux sont pas forcément intéressants. Il y a en plus maintenant avec le développement des réseaux sociaux, c'est des usines highlights où on va faire des images pour se mettre bien, se faire monter sa cote, pour se préparer aussi maintenant à l'université en se disant bah si je vais à la fac, de toute façon je veux aller choper de la thune avec le principe du NIL, donc tu es déjà quand même quasiment dans du marketing de toi-même de plus en plus jeune. Ça je pense que c'est un petit peu la limite de la formation américaine en tout cas à l'heure actuelle. Mais je pense que, en ce qui concerne la formation européenne, déjà, je ne sais pas s'il y a une formation européenne. Je pense qu'il faut voir aussi pays par pays. Chaque pays a un petit peu ses spécificités. Et limite, parfois, on est peut-être un peu sur l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher à avoir des résultats en équipe de France collective pour, voilà, en équipe de France jeune. Je parle pour la France. Donc, du coup, on va pas forcément mettre le point sur le développement de certains skills, on va profiter du fait d'avoir des athlètes, défendre très fort, et il y a un moment où, alors certes, il y a quand même du travail, hein, je dis pas du tout ça, mais je sais pas s'il y a une version en fait de la formation qui est la meilleure aujourd'hui, à l'heure actuelle. L'Espagne, ça travaille très bien. En France, effectivement, on travaille globalement bien, je pense. Les pays de l'Est aussi. Mais au bout du compte, si tu regardes, les Américains arrivent quand même à sortir le plus de joueurs. Alors, il y a un vivier qui est énorme, mais je suis pas sûr que la formation américaine se remette en question pour autant. Je pense qu'il y a une petite remise en question, mais pas plus que ça. D'ailleurs, ça a été abordé un peu jeudi par Adam Silver, par Chris Paul. Il y a encore 70% de joueurs américains en NBA, ils sont encore majoritaires, tu l'as dit. Moi, je vais dans ton sens, je vais employer un mot que j'utilise souvent, mais en NBA, il y a la logique de produit. En fait, dès le départ, c'est toi contre les autres.
beaucoup plus qu'en Europe, simplement par comment les ligues au-dessus de toi existent. En Europe, tu peux te faire une place dans un club et ensuite intégrer un groupe professionnel. En NBA, il y a une logique de draft. Donc, toujours, tu dois te montrer à chaque échelon, que ce soit en EU, avec ton lycée, que ce soit à la fac. Et donc, tu dois être le meilleur produit possible. Et c'est pas parce que si tu es un bon joueur qui respecte les fondamentaux collectifs, bah, c'est intéressant, mais tu peux pas juste faire ta place là-dessus par rapport en Europe où tu peux très vite t'intégrer dans un rôle, dire bah voilà, je vais avoir ce rôle et je vais peut-être devenir professionnel et qui sait, une fois professionnel, je continue à travailler mon jeu et je finis par avoir une opportunité. Aux États-Unis, je pense qu'il faut que tu te montres beaucoup plus pour intégrer le meilleur lycée, puis la meilleure fac, avoir la plus grande cote et être drafté. Après, oui, il y a des joueurs qui sont aussi draftés parce qu'à la fac, ils avaient un rôle, un profil. Mais déjà, tous ces mecs-là, avant d'arriver à la fac, souvent, en fait, c'est les meilleurs joueurs de leur état tu vois, ou à défaut, au moins, du coin dans lequel ils sont. Donc, il y a toujours ce machin de se vendre. Et je suis un peu comme toi. Tu vois, il y a du bon à prendre des deux côtés. Et bien sûr que je trouve que les Européens sont des basketteurs, au final, un peu plus fondamentalement complets à jeune âge quand ils arrivent en NBA. Mais il faut de tout. Et j'aimais bien la position de Franz Wagner sur le sujet. Franz Wagner qui a été formé un peu partout. C'est-à-dire qu'il a joué à l'Alba Berlin, il a été formé d'abord en Allemagne, il a joué à l'Alba Berlin, puis il est parti à la fac, à Michigan. Je pense que si tu as un peu le meilleur des deux mondes, ça peut vachement servir. Mais un peu comme toi, je trouve pas que les Américains soient... Il y a un problème de formation, mais il y a un problème de système, en fait, plus que de formation. C'est ce que tu as dit, il n'y a pas d'instance. C'est un peu Après, difficile. si je peux ajouter quelque chose qui me semble intéressant aussi, c'est que finalement, à très très haut niveau, tu vois par exemple un joueur comme... Bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il est hors norme, mais un joueur comme Giannis Antetokounmpo qui a été formé en Grèce, finalement, il a développé ses skills relativement tardivement une fois en NBA en fait. Mais par contre, la compréhension globale d'un système offensif ou défensif, la compréhension du jeu, ça, je pense qu'il l'avait déjà en grande partie emmagasiné par sa formation. Et en fait, on peut se poser la question effectivement de se dire, peut-être que la trajectoire la plus rapide vers le haut niveau pour être remarqué et être choisi et pouvoir être professionnel, c'est effectivement d'être un joueur individuel très fort. Mais après, à ce niveau-là, ce qui va faire la différence et ce qui va faire que certains plafonnent, c'est ceux qui vont avoir la capacité à développer des qualités qui fassent gagner ton équipe. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette partie-là, souvent, quand elle a été intégrée très tôt, elle fait partie de ton ADN, elle te permet de t'adapter ensuite. Et le travail technique, purement, par exemple, développer ton tir, travailler sur des points spécifiques, c'est quelque chose que tu peux faire pendant presque 15 ans que vont durer ta carrière NBA. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi l'accent qui n'est pas posé sur la même chose entre la formation américaine et la formation européenne pour simplifier les choses. En tout cas, la NBA prend quand même le truc au sérieux, hein. Antoine, tu as vu, la question que j'ai posée à Silver, c'était est-ce qu'ils ne sont pas un peu inquiets du fait qu'il n'y ait pas d'évidence parmi les talents américains pour prendre la relève, pour être l'un des futurs visages, etc. Il a parlé de la formation, il a dit clairement c'est pas parfait, et clairement il regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, et notamment en Europe, et ils ont des réunions à ce sujet pour essayer d'apporter leur contribution à ce qui pourrait aider à changer quelque part un peu la formation US, mais ils sont très conscients de ça en tout cas. Donc ouais, c'est pour répondre aussi à cette question-là, même s'il n'y a pas une fédération US qui va être moteur, la NBA et toutes les autres pouvoirs autour du basket américain sont assez concernés par le sujet. Ouais. De toute façon, vu l'évolution du pays en ce moment, c'est pas maintenant qu'il va y avoir une instance qui va pouvoir dire aux États ou aux villes ou etc. De dire voilà, la formation ça va se passer comme ça aux États-Unis. C'est déjà le principe des États fait que chaque État est indépendant à la base. Et en plus là pour le basket, il y a vraiment pas d'organe, il n'y a pas de structure du tout qui permet ça. Ouais. Question d'Alix. Depuis cette année, vous parlez aussi pas mal d'Euroleague et je trouve ça très cool de s'intéresser aussi à cette ligue où les talents regorgent. Il y a une vraie question que je me pose depuis pas mal d'années et j'aurais aimé avoir votre avis. À quel point estimez-vous la différence de niveau entre la NBA et l'Euroleague aujourd'hui ? J'ai toujours trouvé l'exercice intéressant et pas évident. Je parle bien là de l'écart de niveau. On sait tous que la NBA est au-dessus, mais à quel point ? Dans l'histoire des affrontements entre équipes NBA et Euroleague, le bilan est de 75-17 pour les équipes NBA, ce qui illustre une belle domination, même si c'est à prendre avec des pincettes, car on parle juste de matchs amicaux. On sait que les plus gros talents évoluent outre-Atlantique et que des joueurs qui n'ont plus d'impact en NBA peuvent retrouver de belles couleurs en Euroleague, coucou Evan, même si toutefois on a vu des contre-exemples. Quid des équipes européennes ? À quel point est-ce qu'elles arriveraient à rivaliser avec la NBA ? Merci à vous pour la réponse.
En fait, je pense qu'il faut qu'on spécifie un petit peu qu'est-ce qu'on entend par niveau, parce qu'en fait, je pense pas que ça soit tant une question. Aujourd'hui, je pense pas que ça soit tant une question de niveau de basket, même si bien sûr les plus talentueux des joueurs sont NBA. Mais Evan en parlait récemment là. Je crois que c'était avec, je sais plus si c'était avec les copains de First Team ou avec Rémi Reverchon de Beansport, mais il expliquait que la plus grosse différence aujourd'hui encore, elle est athlétique et physique plus que d'être finalement vraiment purement dans le jeu. Donc ça, je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, la NBA est bien au-dessus de ce qu'on peut voir en Euroleague en termes de qualité athlétique, qualité physique, talent certainement des joueurs dans la globalité, parce que finalement c'est la ligue numéro 1, la plus rémunératrice, etc. Mais quelque part, et on l'a bien vu entre les joueurs qui font des allers-retours parfois entre une ligue et l'autre, c'est pas parce que tu es un joueur NBA que tu peux être un joueur que tu peux systématiquement te dire je vais être un joueur dominant en Europe. C'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes ça demande pas les mêmes choses en fait pour être vraiment très fort, et c'est d'ailleurs assez intéressant parfois de voir que pour certains joueurs NBA il y a besoin d'une période d'adaptation en fait pour se mettre alors je sais pas si c'est le terme, c'est haut niveau, mais pour comprendre comment fonctionne l'Euroleague, le type de jeu, les différences très fortes en Europe. Finalement, c'est marrant parce qu'on dit que les coachs sont plus puissants en Europe qu'en NBA. Mais par contre, dans le jeu, pendant les 40 minutes d'un match, le coach, il peut pas faire du micromanagement comme en NBA. Donc les joueurs doivent être capables de s'adapter à différentes situations. Par exemple, sur la couverture défensive, imaginons que la défense adverse change. Le coach en Europe, tu peux pas prendre un temps mort à chaque fois. Les joueurs doivent avoir la ressource pour pouvoir s'adapter à tout ça. Et je pense que tous les joueurs NBA sont pas forcément aptes à avoir cette compréhension fine du jeu. Ouais, en fait, le débat est difficile. C'est pas les mêmes règles. Tu l'as dit, c'est pas le même basket. Parce que si là, aujourd'hui, tu me dis qu'on joue avec les règles NBA, je sais pas, tu prends le Real, ils sont inclus à la Ligue, et on joue avec les règles NBA, ils font une saison de 82 matchs, je pense que le Real, il termine dernier, en fait. Très sincèrement, je pense que le Real, il termine dernier de la Ligue. Là, c'est ça l'écart de niveau. Si on est sur ça, le Real gagnerait moins de matchs que les Wizards. Après, s'il y a des règles FIBA, là, forcément, c'est un autre basket. Mais de toute façon, tu as très bien résumé, Théo. Je pense quand même qu'il y a plus de talent aux États-Unis. En fait, il faut être conscient. Moi, j'aime beaucoup j'adore l'Euroleague et j'aime regarder de l'Euroleague. C'est deux sports très différents, mais il faut être honnête, même en tant que fan d'Euroleague, tu es obligé d'être honnête. Le talent est supérieur aux États-Unis. Et oui, alors le niveau athlétique, j'en parle même pas, mais je pense qu'il y a quand même plus de talent aux États-Unis. Les 500 meilleurs joueurs du monde, tu vois. Enfin, façon de parler, évidemment qu'il y a des joueurs Euroleague qui mériteraient d'être en NBA, qui a une bonne place en NBA, mais globalement, la NBA est quand même bien au-dessus, selon moi. Mais là où je suis totalement d'accord avec ce que disait Evan Fournier, là, c'est que je trouve que on devrait arrêter ces comparaisons en fait. Parce que l'Euroleague, c'est fantastique à regarder, c'est fantastique à suivre. C'est une ligue qui a une riche histoire, des joueurs incroyables, les matchs. Voilà, c'est autre chose en fait. Limite, c'est un autre produit basket. Et je vois pas l'intérêt pour l'Euroleague de vouloir continuer à se comparer à la NBA. Je pense que voilà, il y a des gens aussi qui n'aiment que l'Euroleague en fait. On en connaît qui aiment pas le match, qui se disent la saison NBA pendant toute la saison régulière, il y a des matchs c'est chiant, les matchs sont trop longs, il y a des équipes qui sont nulles, ou du moins nulles, j'exagère, mais qui proposent un produit qui est pas attrayant. Là, tu regardes l'Euroleague, franchement, tous les matchs sont intéressants à suivre. C'est pas dire qu'il n'y a pas des équipes plus fortes que d'autres, mais voilà, je pense que c'est vraiment deux choses différentes, deux choses très complémentaires, et qu'on n'est pas obligé de comparer l'une à l'autre. Bien sûr. Question pour finir, la dernière pour aujourd'hui, de Bob Zeblon. J'ai vu passer une idée de trade de LaMelo Ball qui irait aux Spurs, notamment chez Bleacher Report, et j'aimerais vous entendre là-dessus. En gros, les Spurs recevraient LaMelo Ball et enverraient Keldon Johnson, Trey Jones, Malachi Branham et 3 first picks aux Hornets. Côté Spurs, tu lâcherais une bonne partie de tes assets pour le futur, mais tu crées une nouvelle Lob City hyper fun et tu as ta deuxième star sans te déplumer niveau joueur. Côté Hornets, tu admets que ça ne marche pas et tu profites de la haute cote de Ball pour miser sur les futurs drafts pour entourer Miller. Perso, l'idée m'a plu, j'ai trouvé ça super excitant, même si ça voudrait dire que Charlotte reset une nouvelle fois, même si tout le monde s'en fout. Vous en pensez quoi pour les Spurs et pour Victor au niveau faisabilité? Moi, j'aime pas du tout le trade, ni pour l'un, ni pour l'autre. Déjà, je pense que les Hornets, ils font pas ce trade. Des fois, on a tendance à surévaluer les tours de draft. Là. Il y a 3 picks, mais 3 picks des Spurs. Les Spurs vont être compétitifs. Franchement, t'es les Hornets, tu lâches ton meilleur joueur, qui est quand même ton meneur, qui
à défaut de te faire forcément gagner des matchs, est quand même un mec hyper attractif. Je rappelle que la Melo Ball, c'est un des joueurs qui a eu le plus de votes pour l'All-Star Game cette année. Il est super spectaculaire. S'il n'y avait pas lui, il n'y aurait peut-être aucune base de fans à Charlotte aujourd'hui. Il y aurait une base historique, mais c'est un petit marché. C'est important d'avoir un joueur comme ça. Et c'est un joueur nettement plus fort que les 3 mecs que tu vas drafter en fin de premier tour. C'est quand même un All-Star. Il tourne à... La Melo Ball, ça peut être un joueur qui a 25 points, 7 rebonds, 10 passes de moyenne. Tu peux pas juste lâcher 3 pics, il faudrait que tu en lâches plus que ça. Et même, c'est pas juste les pics, c'est quel pic, quoi. Les Spurs vont être compétitifs. Ils ont Victor Wembanyama, il va être compétitif pendant 15 ans. T'as pas d'intérêt pour Charlotte à faire ce trade. Les 3 joueurs récupérés, t'as ni Sohan, ni Castle, ni Vassell, Braham, Trey Jones, c'est qui l'autre, le 3e? C'était Keldon Johnson, Trey Jones. C'est dans le projet des Hornets. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est des trucs de Bleacher Report, faut cliquer. Donc déjà, pour les Hornets, pour moi, c'est absolument pas intéressant. Et pour San Antonio, non. Pourquoi, en fait? Encore une fois, pourquoi? Je capte pas la volonté de toujours vouloir envoyer un meneur All-Star avec Victor. Je suis même pas sûr que les Spurs aient besoin d'un meneur All-Star qui marque beaucoup de points. Le jeu, il va passer à travers d'autres choses. Il va passer à travers Victor. Il va passer à travers le collectif. Bien sûr qu'il faut un mec... J'aime bien ce qu'apporte Vassell. On n'a pas beaucoup parlé au final dans notre podcast sur le game, mais Vassell a un énorme impact. Il débloque beaucoup de choses en attaque avec son jeu à mi-distance. Il attire beaucoup, il crée des espaces pour les autres, même sans forcément être un grand passeur. Bien sûr que s'il y avait un joueur un peu plus fort que lui dans le même registre, ça peut être intéressant si jamais Vassell venait pas à atteindre ce niveau-là. Mais il n'y a pas besoin d'aller lui chercher un meneur All-Star qui va avoir beaucoup de ballons, encore moins un qui... Tu vois, les Spurs n'ont pas vocation à avoir un joueur qui garde beaucoup la balle. Trae Young, non. De'Aaron Fox, non. La Melo Ball, non. Vraiment, j'en ai marre de ces rumeurs. Ça va pas... En fait, si tu regardes jouer les Spurs, tu vois que c'est pas un mec comme ça qu'il faut, tu vois. Que c'est pas un mec comme ça qui va aller dans l'ADN de ce qui est en train de se construire l'équipe. Et la Melo Ball, encore plus que les 2 autres que j'ai cités, il a un jeu très spécial, la Melo. Donc, moi, je suis pas du tout partisan de ce deal. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Non, mais je pense que j'ai très bien résumé le fond de ma pensée. Parce que tu as bien détruit la proposition de Bleacher Report. Magnifique. Non, mais je partage, en fait. J'aime le trade pour aucun des deux. Ce que tu disais des pics, il faudrait voir de qui sont les pics. Si c'est les pics des Spurs ou si c'est des pics que les Spurs ont récupéré d'autres équipes. Ça, c'est un petit peu différent. Mais par contre, c'est pareil. Je vois pas les Hornets du tout se séparer de la Melo Ball. Je vois aucune raison de le faire. J'ai pas l'impression que la Melo Ball soit plus que ça passionné par le fait de gagner des choses. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas non plus mettre un coup de pression en disant ouais, si on ne gagne pas avec Hornets, je me barre. Donc ça, je le vois pas trop. Et je partage ce que tu dis au sujet du style de jeu de meneur. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand tu as dit Lamelo, Shai, j'ai bugué dans ma tête, j'ai pensé Lonzo Ball en fait. Ah, Lonzo, il serait coup, parfait. Ah oui. Ouais, Lonzo, il exactement. serait parfait aux Spurs. Exactement, parce qu'en fait, il a un style, je trouve, qui serait parfait, à condition bien sûr qu'il retrouve son plein niveau et qu'il puisse rester sur le terrain. Mais effectivement, je pense que c'est plus ce profil de meneur très fort potentiellement qui collerait avec ce que les Spurs sont manifestement en train de construire du côté autour de Victor. Mais moi, je vais vous poser une question simple. À part Stephen Curry, vous connaissez un meneur comme ça là, qui a mené son équipe au titre récemment? Dans tous les meneurs scoreurs qu'on a eu là, il y en a un qui a mené son équipe au titre là, depuis 20 ans, depuis 25 ans. Tony Parker rentre pas dans le lot. Pourquoi il rentre pas dans le lot? Ah, c'est pas pareil quand même. Parker, je suis pas sûr que ça. Je suis pas sûr. Il a été c'est vrai qu'il a été la pièce centrale des Spurs quand même sur une période. Il l'a été, faut le reconnaître. Mais non, mais c'est un contexte particulier. C'était quand même un contexte particulier, exactement. Non, regarde, Derrick Rose, Ja Morant, je sais pas, j'oublie même la liste des meneurs qu'on a eu à un moment, de tous les meneurs scoreurs qu'on a eu. Est-ce qu'il y en a un qui a gagné? À part Stephen Curry. Et James Harden? C'est même pas vraiment. Ouais. Et quand il était à Houston, c'est lui qui portait la balle, il jouait d'office. Il jouait même Damian Lillard. Hein. Damian Lillard, tous ces que j'adore. Mais est-ce qu'il y a un de ces mecs-là qui a gagné? Après, il n'y en a aucun qui a joué avec un... Est-ce que ces mecs-là ont joué à côté d'un gars comme Wembanyama? Tu vois, c'est ça aussi la différence. C'est que là, ce profil-là serait pas le meilleur joueur de son équipe. C'est ça qui est un peu différent
Et quelque part, tu pourrais dire, ça rejoint peut-être, pour le coup, le contexte Tony Parker, où malgré ça, meilleur joueur, Kyrie c'est gagne avec compliqué. LeBron, quoi. Pardon. Oui, exactement. C'est-à-dire que Kyrie n'était pas le meilleur joueur non plus des Cavs à ce moment-là, quoi. Non, mais c'est une bonne question. En tout cas, manifestement, ce qu'ils sont en train de créer dans le jeu, c'est pas vers ça qu'ils s'orientent, quoi. Non, clairement pas. Et j'ai l'impression que les équipes qui gagnent, elles ne s'orientent pas vers ça, en fait. À part les Knicks, qui ont un meneur-scoreur. Mais même pour rebondir sur ce que tu disais en ce qui concerne Stephen Curry, c'est même pas un meneur qui porte tant la balle que ça, en fait. C'est pas pareil, il jouait très peu de pick and roll. Voilà, et qui bouge. Non, mais t'as raison, et qui est aussi qui fait l'effort, en fait, ce dont on parlait hier dans le podcast d'hier, de bouger énormément sans le ballon et de jouer un rôle offensif, parfois même sans toucher la balle. Ça, c'est encore plus rare, peut-être. Ouais. Voilà pour aujourd'hui, les gars. Merci pour vos questions. Vous êtes plusieurs toujours à réinsister quand on n'a pas posé vos questions. Je vous engage encore à faire remonter les questions si vous souhaitez qu'on se les pose lors du prochain CQFR du samedi. Voilà. Yes, nous de toute façon on se retrouvera lundi, on fera un gros débrief, on pourra se refaire un gros débrief du match entre les Spurs et les Pacers, du deuxième match du coup, celui du samedi, on se retrouvera lundi pour parler de ça. Il y a un Hoop Culture dimanche, Théo ? Absolument, il est déjà dans la boîte. Exactement, un Hoop Culture dimanche, donc demain, avec Théo et Pierre Armand. Et puis voilà, écoutez, d'ici là, bon week-end à tous, profitez bien. Ciao, ciao. Ciao. Ciao tout le monde. The game is out there, and it's either play or get played.